Merci à toi, Sylvie, et merci à cette équipe qui m'a accueilli un jour de février. Je me promettais de redescendre dans ces magasins, comme on dit, dans ces réserves où Eric nous pilotait. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des questions de santé. Donc je vais commencer par tout ce que je n'ai pas lu ici, pas vu, pas consulté. Je n'ai fait que l'entrevoir dans ce labyrinthe immense, des stocks, des réserves. C'est quelque chose de vertigineux. On peut en avoir une idée, bien sûr, par la consultation du fichier. Mais justement, le problème du fichier, c'est comme les achats de livres sur Internet, on va y chercher quelque chose de précis. On est très rarement surpris, arrêté, renversé. Ce genre de choc, de renversement, on le cherche toute notre vie. Le signe, l'apparition, la révélation. Pourquoi est-ce qu'on lit des vies de saints, des contes de fées, avec l'enchanteur, la fée, de la philosophie? Parce qu'ils parlent d'instants décisifs. Je pensais en écrivant ça à cette scène de l'autobiographie d'Ignace de Loyola. Il s'assied au bord de l'eau. Ça se passe à Mondrez. Il s'assied au bord de l'eau, le visage tourné vers la rivière qui coule en contrebas. Et c'est quelque chose qu'il a dicté à un secrétaire. Les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Et sans percevoir aucune vision, il eut l'intelligence et la connaissance de choses nombreuses, aussi bien spirituelles que relevant de la foi et de la culture profane, et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient nouvelles. Moment de révélation de la vie d'un saint. Pourquoi est-ce que nous connaissons par cœur le mémorial de Pascal, ou le récit qu'Adrien Bayet fait des 3 songes de Descartes, dans ce fameux poêle, cette chambre chaude, quelque part au bord du Danube? La nuit qui a suivi ce moment où tout à coup, il redécouvre comment refonder la philosophie. Pourquoi, si on pouvait, est-ce qu'on irait voir ce lieu, ce poêle, comme on va voir le presbytère des Sœurs Brontë, ou la chambre où Keats est mort à Rome, ou le parc d'Ermenonville, le tombeau de Rousseau, ou ce studio du Frénois, j'y ai passé une nuit ou deux, le studio de l'école d'art du Frénois, au Frénois, donc près de Tourcoing, où l'écrivain et le cinéaste Eugène Green a l'impression qu'il y a des manifestations étrangères. Et comme par hasard, ce qu'il entend la nuit, c'est les pages tournées d'un livre. Pourquoi est-ce qu'on va au bord du lac de Sils Maria, ou voir la tombe de Joyce à Zurich, ou encore les montagnes de la Salette? On y va. On a besoin d'être là, d'aller voir. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites sûrement que je suis bien loin du livre en question, de la bibliothèque et de la lecture, et pourtant on y est. Quand on descend dans les profondeurs de la bibliothèque, comme j'aurais tant voulu descendre et y passer des heures, comme quand on entre chez un bouquiniste, et il y a des petits bouquinistes, il y a des grands bouquinistes, et il y a ce que j'adore entre tout, les villages du livre. Et là, quand on passe 2 jours à Becherel, ou 2 jours à Redus, dans les Ardennes belges, on multiplie, si je puis dire, l'excitation, l'exaltation. On est à la recherche d'une expérience.
quelle expérience? Alors j'exclus l'expérience utilitaire. Du genre, on a besoin d'un livre, on a besoin de lire un certain livre, on va en bibliothèque. J'exclus cette expérience-là parce que ça n'a jamais été pour moi une expérience heureuse. Je n'ai jamais pu réellement travailler en bibliothèque, je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une seule idée en bibliothèque. J'en ai honte, j'en demande pardon à vous tous qui êtes là, j'en demande pardon à Walter Benjamin, cet immense utilisateur génial de l'ABN. Mais l'un de mes premiers souvenirs, premier pire souvenir a peut-être été déterminant. Ça s'est pas passé ici. J'étais en première année de licence de philo et je vais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et je demande un livre de Nietzsche, je pense que c'était La généalogie de la morale. Donc on m'apporte le livre, on m'apporte l'exemplaire et il est entièrement annoté dans les marges. Mais attention, annoté par 2 lecteurs qui réfutaient Nietzsche ou le défendaient, qui discutaient, qui s'opposaient, qui se querellaient. Les marges remplies. C'était très fascinant et c'était très perturbant. Et c'était propre évidemment à me rappeler que le livre n'était pas à moi, que en quelque sorte la lecture, en tout cas pour moi, c'est une expérience psychique très privée, très solitaire, et que le livre, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de domestique. C'est comme le divan de l'analyste, on sait bien que d'autres viennent s'y allonger, on ne veut pas le savoir, et si l'un d'entre eux laisse traîner quelque chose, je sais pas, un mouchoir, une épingle à cheveux, c'est un drame. Bon, c'est insupportable. Alors, les annotations dans des livres, ou le fait de sentir que cet objet n'est pas véritablement entré dans ce champ domestique qui est celui, pour moi, de la lecture, c'est difficile. Bon, c'est une infirmité, il faut me la pardonner. Je la retrouve en quelque sorte dans une petite scène des affinités électives de Goethe. Édouard aime faire la lecture à haute voix. Il a une belle voix, bien timbrée, etc. Tout le monde écoute, mais il ne supporte pas que ses auditeurs jettent un œil sur le livre qu'il lit, regarde par-dessus son épaule. Il s'installe toujours le dos au mur pour que personne ne sache ce qu'il lit. Et il fait des vifs reproches un soir à Charlotte, qui n'a pas respecté cette règle, elle est passée derrière lui, et il lui dit, quand on regarde dans mon livre, j'ai l'impression d'être déchirée en 2 morceaux. Charlotte s'excuse, bien sûr, elle avait perdu le fil, elle était en train de penser à autre chose, la lecture portait sur les affinités électives, et justement, elle a manqué ce passage-là. Si j'exclus donc l'expérience utilitaire de la bibliothèque, de quoi s'agit-il? Et pourtant, j'en fréquente des bibliothèques et je fréquente des bouquinistes. Dans son expérience, physique, je dirais que c'est une sorte d'expérience spirit ou animiste. On avance, on a l'œil un peu flottant, l'attention flottante. On ne peut pas tout saisir, bien sûr. Imaginez quand on est à Redus ou à Becherel et qu'il y a 20 librairies. On n'est pas sûr de ne pas manquer la pièce rare, l'objet rêvé, l'objet nécessaire, la trouvaille, le trésor, l'apparition. Comme on fouillerait, ça se passe au XVIIe siècle à Walsingham, au moment où on a trouvé des urnes funéraires, et Thomas Brown en parle. On a fouillé la cendre et tout à coup, dans la cendre, on trouve une opale bleutée. Voilà, le livre qu'on cherche et que on n'attendait pas, mais qu'on espérait toujours. Ou encore, on tamise la terre, on est archéologue, parce que c'est ça la lecture aussi. Et puis on met à jour un caillou divinatoire dans une tombe à char de la plaine de France, au lieu dit de la Fosse Cotteret.
petit caillou divinatoire, vous pouvez aller le voir au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Alors le livre en question, c'est ça. C'est un signe, c'est un signal, c'est comme un mouvement d'air, une sorte de battement du temps dans l'entrelac des réserves. Alors on peut bien sûr être guidé par un travail en cours. C'était ce que je me disais au début. Je vais descendre dans ces réserves, je vais chercher une étude sur Swift, ou encore le bon serviteur de Madame Millet-Robinet, qui est l'auteur de la Maison rustique des Dames, ou encore je pourrais trouver peut-être des controverses sur l'emplacement d'Alésia, des choses qui m'intéressent. Ou on peut plonger dans ses favoris. Par exemple, se dire, je vais chercher un Hector Malot que j'ai jamais lu. Bon, dans de bol, je les ai tous lus. Donc, bon. Alors Pascal, Peggy, Michelet, Diderot, Walter Benjamin. Et en fait, non, on a le sentiment que c'est pas de là que viendra la secousse. Comme dit Nerval, en réfléchissant au voyage à entreprendre autour de Paris, j'ai déjà vu Pontoise. Donc, moi aussi, j'ai déjà lu Saint-Simon, Casanova, Kant, Goldoni, Platon, tant d'autres, et ça ne va pas sonner à mon passage, comme sous un portique de détection. On se dit flûte, on s'arrête, il y a quelque chose, ma montre, mon téléphone, ou alors une pièce de monnaie qui est tombée dans la boucle, qui est tombée dans la doublure de la veste. Détection. En fait, on s'en remet au labyrinthe de livres, qu'il s'agisse de la bibliothèque ou qu'il s'agisse d'un immense bouquiniste, pour qu'il détecte quelque chose d'oublié, d'ignoré, quelque chose de vous. Cette dimension, je ne sais pas quel nom lui donner, parapsychique, occulte, maïeutique, analytique, peut-être télépathique. Et je pense ici à Benjamin, bien sûr, qui parle de la lecture comme d'un processus éminemment télépathique. Le lecteur, écrit-il, l'homme qui pense, qui attend, le flâneur, ne sont pas moins des types d'illuminés que le fumeur d'opium, le rêveur, l'intoxiqué. Donc cette dimension de la bibliothèque, avec ce pouvoir comme magique, télépathique, animiste, paranormal, occulte, tout ce que vous voulez, certains l'ont ressenti, bien sûr, dans cette bibliothèque par excellence qui est la bibliothèque de Warburg. Et dans les films que j'ai co-réalisés avec Pascal Brunick sur les historiens de l'art, deux historiens de l'art ont parlé de ce qu'ils éprouvaient, ce qu'ils avaient éprouvé dans cette bibliothèque de Warburg, qui n'est plus celle qu'avait constituée Warburg, puisqu'elle a été déménagée à Londres et reclassée, et pendant que ce pauvre Warburg était devenu fou et était soigné par Binswanger, et quand il est arrivé dans sa bibliothèque remaniée, reconstituée, tout le monde avait peur de sa réaction, parce il pouvait être très colérique, et il a regardé la bibliothèque telle qu'elle avait été bouleversée, et il a dit « ma pauvre Renaissance ». Bon. Mais ceux qui viennent maintenant voient quand même qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait stupéfiant et qui exerce immédiatement une emprise sur celui qui s'y rend. Le premier qui en a parlé, c'est Georges Duberman. Et il dit « l'expérience de cette bibliothèque est pour un chercheur complètement fascinante. Vous savez, l'aura. Vous allez au concert, il y a une chanteuse, elle chante, et vous avez l'impression que c'est juste pour vous. C'est ça, l'aura. En entrant dans la bibliothèque de Warburg, j'ai eu exactement le même sentiment. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une bibliothèque qui avait été faite pour moi, juste pour moi. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Plus tard, c'est toujours lui qui parle, j'ai lu sous la plume d'Ernst Cassirer la même description. Cassirer qui est quand même un rationaliste. Cassirer décrit sa découverte de la bibliothèque de Warburg, il est complètement fasciné parce que c'est pas une bibliothèque de livres, dit-il, c'est une bibliothèque de questions. Que rêver de mieux? Vous cherchez un livre, vous regardez à droite, à gauche, il y a de nouvelles questions pertinentes que vous n'aviez jamais aperçues qui surgissent, et c'est extraordinaire.
C'est une bibliothèque consacrée à la survivance de l'Antiquité. Simplement, elle est organisée de façon stupéfiante. Vous avez un petit rayon, par exemple, sur la question des mathématiques, et au milieu, vous avez des choses sur la divination. C'est très intéressant. C'est une bibliothèque qui fait surgir des problèmes. Ça, c'est Georges Duberman. Le second qui en a parlé, c'est Philippe-Alain Michaud, qui lui-même warburgien, qui a publié donc les textes de Warburg et toute l'histoire du rituel du serpent. Il dit c'est très lié à la magie. Quand Cassirer, lui aussi c'est Cassirer, un néo-kantien très rationaliste, est arrivé dans la bibliothèque de Warburg, il a dit « J'ai senti que cet espace était traversé par le souffle d'un magicien. » C'est ça qu'on sent. Quand on entre dans cette bibliothèque, pour la première fois, je me souviens, quand je suis arrivée, on apprend quelque chose sur soi. Parce qu'on va quelque part. C'est une sorte de rituel d'orientation. Donc moi, évidemment, dit-il, je suis allé voir les livres de magie esquimaude au dernier étage. Pourquoi ? C'est arrêté là, c'est... Bon, Philippe-Alain Michaud, il raconte assez peu de choses sur lui-même. On était stupéfait de savoir qu'arrivant chez Warburg, en quelque sorte, il est allé voir des rituels de magie esquimaude. Alors, c'est pas seulement valable pour la bibliothèque de Warburg. Quand j'ai rencontré l'équipe de la bibliothèque de la Sorbonne, j'étais très sensible, j'aurais bien voulu approfondir, mais j'ai pas pu, très sensible à ce qui affleurait de complexe, d'irrationnel, dans l'enfouissement des collections. Le livre découronné, par exemple, non coupé, qui représente une espèce de rareté, les manques, les destructions, un tabou, les fantômes, quand on prend un livre qu'on met autre chose à la place, les noms des couloirs, très étranges, les cotes, c'est bourré de mystères et d'étrangeté. Les cotes, le principe de classement, veulent nous donner le sentiment d'un ordre rationnel. Et bien entendu, l'impression, qui est d'ailleurs merveilleuse, qui est assez grandiose, c'est que cet ordre est un leurre, c'est une fausse apparence. Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, hein, il y en a trop en ce moment, ça prolifère, ni donner crédit aux fake news. Ismaël et Ladan disent que ce livre n'existe pas, mais si, il existe, il est en bas, son nom, etc. Il y a des livres alternatifs. Bon, je ne suis pas de tempérament paranoïaque, j'accepte, le livre est marqué manquant, hein, bon, vous croyez, bon, d'accord. Mais j'avais cette paranoïa, je dois dire, quand je fréquentais l'ancienne BN, la salle Labrousse, à l'époque où je travaillais sur Claude Monet, parce que comme par hasard, quand je demandais un livre, il était toujours manquant, ou alors quand j'arrivais à l'avoir et que j'avais besoin de faire photocopier des pages, évidemment il était refusé à la photocopie, enfin bon, c'était déboire sur déboire, et j'étais dans un état de frustration, d'indignation, de rage, qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Alors, on parle du fichier, de l'exploration physique du labyrinthe, qui est quelque chose d'égarant, d'épuisant, etc. Mais il y a, et ça c'est absolument sûr, il y a un sentiment d'attente. On entre dans un cercle magique, il y a là l'idée tenace que quelque chose se trouve là pour vous. Quelque chose qui va sonner à votre passage, qui va vous appeler, qui va vous retenir, qui va apparaître. Quelque chose, d'ailleurs, quand Georges Duberman parle de la bibliothèque de Warburg, il dit c'est consacré à la survivance de l'Antiquité. Donc, dans une bibliothèque, il y a bien quelque chose qui revient, qui survit, qui nous dépasse, qui nous conduit. Et c'est ça qu'on cherche. J'ai donc cherché, et si j'avais pu les chercher, vous auriez là ces livres, mais bon, j'étais malade, donc j'ai donc cherché des livres un peu sorciers, des livres spectraux, des livres occultes. Je me souviens que la dame était un peu surprise parce que c'est elle qui m'a montré comment me servir du fichier. Alors je cherchais reliques, apparitions, revenants. Bon. Par exemple, j'aurais bien aimé lire
et peut-être en parler, le traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, etc., par le révérend père Don Augustin Calmet, abbé de Senones, nouvelle édition, revue et corrigée, etc. Bon. Ou alors, j'aurais bien aimé lire L'inconnu et les problèmes psychiques, texte imprimé, manifestation de mourants, apparition, télépathie, communication psychique, suggestion mentale, vue à distance, le monde des rêves, la divination de l'avenir, Camille Flammarion, grand auteur. Ou encore les forces naturelles inconnues, Camille Flammarion, salle de réserve, magasin. Je regardais ça d'un œil tendre, mais bon. La vérité sur le spiritisme, des évocations et du commerce avec les esprits au XIXe siècle, par Monsieur le Marquis de Roy. Ou encore, le spiritisme, à sa plus simple expression, exposé sommaire de l'enseignement des esprits et de leurs manifestations, Allan Kardec. Quelques mots sur le spiritisme, les esprits, leur opinion politique, photographie des trépassés. Et alors là, quand je regarde ça, de près, parce que je imprime les fiches, qu'est-ce que je vois? Indisponible. Allan Kardec, indisponible, exclu du prêt. La vérité sur le spiritisme, des évocations et du commerce avec les esprits au XIXe siècle par Monsieur le Marquis de Roy, indisponible, exclu du prêt. Ça rend quand même un petit peu... Ou alors, et celui-là, c'était peut-être intéressant, Histoire du spiritisme par Arthur Conan Doyle. Ah, celui-là, disponible. Ou alors, du côté des reliques, inventaire des saintes reliques et trésors de l'abbaye de Saint-Pierre de Vive de Sens. Voilà. Vous avez échappé à tout ça. Échappé à tout ça, mais je cherchais du côté des hantises, des retours, des revenants. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est de tomber quand même sur quelque chose que je connaissais, puisque je ne pouvais pas me déplacer à la bibliothèque, et qui est ce livre très extraordinaire de Rétif de la Bretonne qui s'appelle Mes inscriptions. C'est l'histoire d'une hantise, c'est l'histoire de traces, d'effacements, de lieux, d'archéologie privée. C'est une histoire, on va dire, érotique, analytique. C'est une histoire cryptée. Et c'est la transcription d'une vie en jeu de piste. C'est, si l'on veut, le déplacement de la bibliothèque de la Sorbonne à l'extérieur. Sur les quais, sur les pierres de l'île Saint-Louis. Un jeu dehors, dedans, qui est absolument sans équivalent. Alors, Rétif de la Bretonne, dans ma vie, ça a d'abord été ce qu'on espère toujours d'un bouquiniste, quelque chose comme ça qui apparaît, qui se révèle. Petite librairie à Chalon-sur-Saône, 1982, un choc, un arrêt du temps, l'Anti-Justine. Une merveille, un chef-d'œuvre. C'est un livre qui est furieusement érotique, assez transportant, je veux dire. Et pour le charme supplémentaire, il était dans cette graphie 18e dont j'ai parlé un peu quand la Maison des Écrivains et l'INA m'avaient proposé de faire quelque chose sur Rousseau. Et j'avais évoqué la lecture très très importante quand j'avais 16 ans, à peu près 16 ans, de La Nouvelle Héloïse dans une édition quasiment originale, une édition d'époque, c'est-à-dire avec cette graphie où par exemple les S sont tantôt les S courts, tantôt des S en forme de F, ce qui donne une étrangeté, une espèce de séduction particulière à ce qu'on est en train de lire. Donc, je lis cette Anti-Justine qui vise évidemment Sade avec sidération. Et en revenant de Chalon, je savais rien de Rétif, et je commence à faire quelques recherches ça et là, peut-être même en bibliothèque, parce que Internet n'existait pas, et je trouve quantité de jugements défavorables à Rétif, ce qui ne va bien sûr que me le rendre plus cher. Sade le méprise, et c'est un mépris de classe.
Sade considère que Rétif est fils de paysan de la région d'Auxerre, et voilà, c'est une espèce pour lui d'homme à tout faire, qui n'a aucune raison d'apparaître dans un catalogue. Et ce qui est très étrange, c'est que Sade dit, M. Rétif, auteur assez dénué de goût, assez dépourvu de ce qu'on appelle l'esprit de bonne compagnie. Vous savez que ça c'est le test suprême quand on veut entrer à l'Académie française. Ça, je l'avais su à l'époque où il y avait un peu de remous parce que Giscard d'Estaing voulait entrer à l'Académie française et que quand même on trouvait que c'était un peu bizarre. Et puis, est-ce que c'était vraiment un auteur? Est-ce qu'il avait vraiment publié des livres? Enfin bon, il y avait une agitation. Et j'avais su que c'était pas grave, il n'avait pas écrit ou à peine. Enfin bon, la seule chose qui comptait, est-ce qu'il est de bonne compagnie? Voilà. Bon, donc, pour Sade, Monsieur Rétif n'est pas un homme de bonne compagnie. Il utilise des expressions du dernier bas et du dernier commun. C'est un rustre, et d'ailleurs Rétif en était très fier. Il écrivait en homme et non en auteur. Ce qui est curieux, c'est que Apollinaire, Fleuret et Persaud ne voient dans l'Anti-Justine qu'un supplément délirant et d'une obscénité inouïe à Monsieur Nicolas, qui est le grand livre autobiographique de Rétif que je lirai plus tard. Et ils disent, c'est un livre unique, le plus fou, le plus étonnant, le plus écœurant qui soit. On parle toujours de l'Anti-Justine. Rien de plus triste que cette production où les beautés ne manquent point, mais qui témoigne d'un cerveau déréglé, d'une imagination insensée. Pour Maurice Heine, c'est une valeur littéraire très mince, un document qui n'a pas d'intérêt, et Maurice Blanchot Maurice Blanchot est très sévère, comparé Sade à Rétif de la Bretonne, ne va pas sans inconvénient pour ce dernier, ce pauvre Rétif, ce polygraphe lassant, etc., un esprit peu fait pour penser, etc., etc. Eh bien, voilà, ça me l'a rendu, et évidemment, Blanchot ajoute, Monsieur Nicolas, dans Monsieur Nicolas, il se raconte avec un naturel désordonné qui lui fait mettre sur le même plan l'insignifiant et l'important. Alors ça, j'adore. Retenons l'insignifiant et l'important. Et c'est donc dans la foulée de cet intérêt, cette découverte de l'Anti-Justine, de cet intérêt pour Rétif, que j'entends parler. Je pense que c'était une émission de Panorama, juste au moment où le livre sortait. Voilà le mien, celui-là, c'est celui ici qui est soigneusement relié. Le mien ne l'est pas, c'était donc dans Les Introuvables, c'était un reprint. Mes inscriptions, 1982, je pense, ou 83, janvier 83. Et donc, je cours acheter mes inscriptions. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une hantise, d'une inscription de soi, de sa vie, sur les pierres de l'île Saint-Louis. Il s'agit c'est pendant les années pré-révolutionnaires, dans les années 1780. Rétif est né en 1734, donc dans l'Yonne. Il aura 50 ans en 1784, et il le notera d'ailleurs. Et il se promène chaque soir autour de l'île Saint-Louis, en inscrivant avec sa clé une sorte de journal des événements importants de sa vie sur la pierre. Il commence, alors, loin de moi l'idée d'annoter dans les marges, donc évidemment je prends plutôt mes inscriptions à moi. Il dit, ce fut en 1779, le 5 novembre, à l'époque de mon premier mal de poitrine, je souffrais de la poitrine, ça n'a pas empêché de vivre jusqu'à 75 ans, que je commençais d'écrire sur la pierre à l'île Saint-Louis. Cette première inscription
est à la 10e pierre, à gauche du pont rouge. Le pont rouge, c'était un pont en bois qui était peint en rouge et qui était à peu près à l'endroit du pont Saint-Louis actuel. Donc, cette première inscription est à la 10e pierre, à gauche du pont rouge, en y entrant par l'île. Je la fis dans cette idée. Verrai-je cette marque l'année prochaine? Il me semble que si je la revoyais, j'éprouverais un sentiment de plaisir, et le plaisir est si rare, vers l'automne de sa vie, qu'il est bien permis d'en chercher ces occasions. Cette date ne portait que les mots 5, codé, 5, 9 pour novembre, Malum. Parce qu'évidemment c'est crypté et c'est en latin. Bon. Alors, il inscrit cette note dans la perspective de la retrouver. Et au fond, ce qu'on cherche dans la vie, dans le monde, c'est-à-dire un signe, quelque chose qui nous arrête, quelque chose qui nous retienne, il le met en place à son propre usage. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait le tour de l'île, il le fait quasiment tous les jours, il est arrêté par sa propre vie et par des événements de sa propre vie. Alors, d'autres ont parlé de ce besoin de marquer un emplacement. Il faut se rappeler Rousseau, par exemple, dans les Confessions, première rencontre à Annecy avec Madame de Varin dans un passage qui va entre sa maison et l'église, et il dit que ne puis-je entourer d'un balustre d'or l'endroit où, etc. Annecy a fait mettre un balustre d'or à cet endroit qui est plausible, mais évidemment Annecy a beaucoup changé depuis ce moment. Mais évidemment, Rétif de la Bretonne est beaucoup plus radical. Alors, il est quelque part entre le tag, on va dire, le street art, ou le land art, transformation du monde extérieur à son propre usage. On va le remarquer, des passants, des habitués, les gamins surtout, évidemment. On va l'appeler le griffon. On l'observe parsemant les pierres de l'île Saint-Louis de ce qu'on pourrait appeler des hôtels votifs, ou des espèces de stations commémoratives. Et ce qui va être terrible pour lui, c'est qu'il va s'apercevoir que quelqu'un efface ces inscriptions. Alors, ces inscriptions, il les grave dans la pierre entre le 1er janvier donc 1780 et en gros le 19 août 1787. Et ce petit livre donc en est le relevé parce que donc il découvre que on essaye de l'effacer. Qui est-ce qui est à la manœuvre de cette mauvaise action? Il pense, c'est peut-être vrai, que c'est son gendre Haï, Auger, et que il est donc condamné à prendre en note, à faire le relevé de toutes ces inscriptions. Et du coup, non seulement il les relève, mais il en donne un certain commentaire. Donc, par exemple, alors oui, dans cette période de sa vie, il y a deux séries d'événements. Toute la première partie de mes inscriptions, c'est sa passion pour une jeune fille qu'il appelle Sarah, qui s'appelait d'ailleurs Adèle ou Adeline, je crois, et qui l'entretient et qui le trompe. Cette jeune fille vit avec une mère qui est plus ou moins maquerelle et qui essaye de la caser à plus riche, à plus offrant. Donc bon, c'est 6 mois de tourments, etc., de malheur. Et donc, à la fois, il note quand il est heureux et il note quand il est malheureux. Donc, par exemple, 11 mai, ad, H6P, ce qui veut dire Adeline, adorée, à 6 heures du soir. Le 29, ça c'est le 29 janvier, la pierre porte encore la date ad.
Ce fut ce jour-là qu'Élise, alors une autre femme, parce que quand même, non, il aimait toutes les femmes. Ce fut ce jour-là qu'Élise, en sortant de la maison, passa de l'autre côté de la rue pour que je la visse plus longtemps. Ce punctum temporis, formidable, on dirait du Barthes. Ce punctum, ce rien, après des heures passées dans mes bras, excita un sentiment plus vif que tout ce qui l'avait précédé. Ce sentiment était exprimé sous la date. Punctum temporis et regione visa voluit. Je parle avec, je lis le latin avec ce qui était la prononciation de ma génération, qui n'était pas encore la prononciation restituée. Et donc il écrit ça, et ça veut dire, je l'ai vu un instant de plus de l'autre côté de la rue parce qu'elle l'a voulu. Bon. 25 février. Felicitas data tota. Donc c'est ce dimanche 25 qu'elle m'assura, Sarah, qu'elle se donnait à moi tout entière. Fais de moi ce que tu voudras, cher papa. Âme, corps, pudeur, tout est à toi. Parle, je me livre. Ou plutôt, je suis livré, disposé, puisque je suis tout à toi. Data, tota. 4 mars, Félix. 4 mars, heureux. Autre jour de mars, Dumont, déambulatio. Ce fut le 15 mars que Dumont vit Sarah de concert avec moi. Cet homme est riche, il avait des vues sur elle. Bon. Est-ce que c'est insignifiant? Ça n'est pas insignifiant, c'est central. 11 avril, Pascha Carmis. Explication, le 15 avril, Pascha, Pâques, au Carme. Depuis 1776, commente-t-il, je vais le jour de Pâques entendre le Ô Filii au Carme. Cela vient de l'ébranlement agréable d'organes que j'eus la première fois. Janvier, l'année d'après. Alors, 5 janvier, Sarah, tout ça avec sa clé, hein. Sarah apud Lavalette, vidi amatum rivalem, dolor nocte. Sarah chez Lavalette, j'ai vu que mon rival était aimé, ma douleur est sans borne. Je brûle de fureur pendant la nuit. 6 juin, arctum cor indignitate. J'ai le cœur serré en pensant à l'indignité de Sarah. Bon, alors il y a des choses qui sont pleines de charme. Il a entrevu le pied d'une femme, sa chaussure, parce que ça ajoute à sa personnalité, c'est un grand fétichiste. Passion des chaussures des femmes, et passion notamment, avant, dit-il, que la Révolution nous habitue à ces pauvres femmes aux pieds plats, etc. Avant la Révolution, les femmes sont chaussées de façon délicate avec des talons. Leurs chaussures sont en soie de toutes les couleurs, les talons sont colorés, et donc ils notent systématiquement la couleur des chaussures. Alors là, bon, petite chose insignifiante ou importante, 16 juin, hémorroïdes, degradiontur in matellam. Les hémorroïdes ont saigné sur mon matelas. Et tout à coup, par exemple, page 137, j'adore ça. 23 novembre. Ce matin, sur mon lit, à 8 heures, j'ai écrit sous la date du 21 novembre, ABO 51 Annos. Et tout à coup, on pense à Stendhal. Hein? Stendhal, depuis la colline du Janicule, à San Pietro di Montorio, le 16 octobre 1832. Il voit toute la ville de Rome, etc., toute la Rome antique, une vue unique au monde, les souvenirs lui reviennent, souvenirs de Tite-Live, et tout à coup le sentiment de l'âge.
Il aura 50 ans dans 3 mois, et il écrit sur la ceinture de son pantalon, J, Vesa, V-A-I-S-A, voir là, plus loin, V-O-I-R-L-A, 5. Je vais avoir la cinquantaine. Voilà. Stendhal, autre crypteur. 26 novembre, Fuga monstris. Alors là, c'est l'époque où il est en guerre contre son gendre, qu'il appelle le monstre. Et donc, le monstre est en fuite, il le poursuit, etc. J'ai été sur mon île. Alors ça, c'est le 2 décembre de je ne sais plus quelle année. J'ai été sur mon île où j'ai versé des larmes en datant le 2 décembre avec ces notes « Timor, très mince, agitatus ». Crainte, tremblement, agitation. Bon, je vais vous laisser vous dire d'aller voir, lire et relire ce livre extraordinaire, parce que ce que fait Rétif de la Bretonne, c'est évidemment mettre sur le même plan l'insignifiant et l'important. Et ça, c'est capital. Et c'est ça, une bibliothèque. Il y a des brochures que personne ne lit, il y a des œuvres absolument capitales, essentielles. Vous allez avoir des cartes, et puis à côté, vous allez avoir, je sais pas quoi, un illuminé peut-être, mais qui écrit sur les spectres, et c'est très très bien d'aller chercher des livres sur les spectres. Et c'est ça, notre monde. Notre monde est comme une bibliothèque. Et je pense encore, je renvoie à Benjamin, qui dit « Nous ne pénétrons dans le mystère que pour autant que nous le trouvons dans le quotidien. Grâce à une optique dialectique qui reconnaît le quotidien comme impénétrable et l'impénétrable comme quotidien. » Donc voilà, 23 mars 1786, Rétif fait le tour entier de l'île en mangeant 3 carterons de figues raisins. Qu'est-ce que c'était? Je me disais peut-être des figues sèches, je ne sais pas. Ou alors un autre jour, il aperçoit un ruban de soie violet sur une jupe, et il va le noter. Ou un joli talon. Ou encore, il note qu'il a vu une fille en casaque de soie avec des bouffettes. Ou encore, il écrit « Hortas de l'île ». Et ce qui traduit dans les commentaires, en recopiant cette inscription qui a été effacée par l'infâme Auger, son gendre, « J'ai donné à Sarah, cette fille entretenue, les jardins de Delille », du poète de Lille, où il écrit « Tarta ad spinacias », tarte aux épinards avec Sarah. Consolor, gélidat horridé, je console Sarah, il gèle horriblement. Alors, la mystérieuse beauté de l'insignifiant, elle est partout chez Rétif de la Bretonne. Son œuvre est absolument immense. Je vous renvoie notamment, parce que je trouve que c'est un très grand chef-d'œuvre, à Monsieur Nicolas, qui est son autobiographie, et qui est parsemé, absolument parsemé, de détails absolument merveilleux. Un petit plat de fraises qu'il mange avec Virginie à Bicêtre. Virginie, c'est une maîtresse d'une époque. Juste après l'horreur de leur visite à Bicêtre, au cabanon des fous et des prisonniers qui utilisent des morceaux de miroir pour apercevoir ce qui se passe dans la cour. Ou encore il décrit Annette et Rose qui jouent au volant dans une rue d'Auxerre. Ou encore il décrit Note Zéphire, notre femme, qui balaye son galetas en robe de taffetas rose garnie de gaz. Ou encore il voit une femme, et il le note, près de la fontaine des Innocents, qui est chaussée de mules dorées. Grand système de signes et de résonance. Tout résonne chez Rétif de la Bretonne. Innombrables femmes, avec évidemment cette chose enchanteresse chez lui, qui est que contrairement à Sade, et c'est pour ça qu'il s'opposait tellement, il n'y a jamais
autre chose que de la joie, du bonheur. Toutes les femmes l'aiment, toutes les femmes qu'il culbute le remercient d'être culbutées et de lui avoir donné, de leur avoir donné du plaisir. À chaque fois, il les rend mères, et donc il a des filles partout, et il les retrouve ensuite, et elles deviennent ses maîtresses, parce que l'un des grands thèmes, bien sûr, c'est l'inceste, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui rendait si furieux, je ne sais pas, Apollinaire, etc. Blanchot, ne parlons pas, bien sûr, Blanchot ne devait pas du tout apprécier ces histoires d'inceste, mais c'est ce monde fantasmatique, si vous voulez, où tout se tient. Toutes les femmes, il les a eues, il les a croisées, elles avaient des chaussures merveilleuses, il les a aimées, il les a fait jouir, il les a rendues mères, et celle qui s'appelle Zéphyr va avoir une fille qui s'appellera Zéphirette, et par hasard, 20 ans après, il sera l'amant de Zéphirette, etc. Ce monde merveilleux, et bien écoutez, c'est de cela que j'avais envie de vous parler un peu. Voilà, merci. Merci.